Cerno, une anti-enquête. Épisode 81. Le procureur a donné son avis favorable pour que je passe du masculin au féminin. Et vous, le côté féminin, ça vous attirerait pas? Vous auriez pas aimé être une femme? Vous auriez pas mal, hein? Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi? C'est une histoire horrible. C'était horrible. Horrible. Oh oui. J'ai horreur des hommes. C'est triste. J'entends des corbeaux. Et l'autre là? Moi? Il me faisait peur. Je fais un podcast. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. Elle a été tuée. C'est vrai qu'elle était très peu ridée. Rebonjour, chère madame. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. Putain. C'est une enquête de détective. Cerno. Et je me suis armé d'un couteau. 3, 2, 1. Quelle belle aventure. C'est vraiment l'aventure la plus extraordinaire que je peux imaginer. Alors, devenir une femme alors qu'on est un homme. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus incroyable. Alors on assassine quelqu'un, moi je trouve ça amusant, moi je trouve ça pas drôle, mais être un homme et devenir une femme, on change carrément son mode de vie, on est comme quelqu'un d'autre, on a une autre réaction, une autre attitude par rapport à les choses. Formidable, vous imaginez? Vous allez avoir de la poitrine, vous allez voir un sexe, vous allez voir une robe, vous seriez pas mal. Je sais pas, je vais y réfléchir. Ça peut être une très bonne idée. Hein. Vous croyez? Ouais. Vous le conseillez? Ouais. Ouais. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Il tuait. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? Comme d'autres vont au bureau. Vous vous souvenez de Thierry Paulin? Comment, Thierry Paulin? Je sais pas, c'est qui? Le tueur. Non, je connais pas. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Non. C'est le plus grand tueur en série français. Il a tué une trentaine de femmes. Non. Mais pourquoi que des femmes? Pourquoi pas des hommes? Ça on sait pas, mais en tout cas il les tuait pour leur dérober leur argent. Mais c'est sexuel quand même, non? Pourquoi les femmes? Alors ça c'est, je sais pas. Ça c'est quand même une question importante. Pourquoi il n'a pas tué des hommes? Parce qu'elles étaient plus faibles, les femmes. Ouais, bah, y a des femmes qui ne sont pas faibles. Hein. Je suis effrayé. Je trouve que les femmes ont été beaucoup trop maltraitées jusque-là. C'est une immense injustice. On les a empêchés de voter, on les a empêchés d'avoir un compte bancaire, on les a empêchés de parler. Ferme ta gueule, salope, etc. Non mais attendez, j'ai connu ça. Hein. Moi j'ai eu un père qui était... Bon, je ne veux pas raconter cette vie intime, mais... Si, dites-moi. J'ai eu un père qui était d'une violence inouïe. Moi j'aurais cassé la gueule, ce connard. De la manière dont il parlait à ma mère, qui était belle, qui chantait comme un rossignol. Et comment il lui parlait? Ma mère était odieusement... on avait des bleus et ça. On allait à l'école, on avait des bleus. On était odieusement meurtris par la méchanceté de notre père, par la violence. Il est mort maintenant. Comment? Il est mort maintenant. Tant mieux pour lui. Je ne l'ai pas regretté. Hein. C'était un vieux con. J'ai toujours été un vieux con. Hein, moi, quand j'étais ensanglanté par sa violence, je recevais aucune excuse, rien. C'était un salaud. C'était vraiment un salaud. Je détestais, je crois qu'il le faisait exprès, parce qu'on était des femmes, quoi. Voilà. Moi et ma mère, elle me disait pas que j'étais une fille, mais elle me disait, toi, t'es différent des autres. Elle n'osait pas dire que j'étais une fille, mais toi, t'es différent des autres, mon chéri. J'ai eu de la tendresse et de l'amour pour ma mère, immense. Et j'étais reconnaissant à chaque moment, à chaque instant, de cette tendresse, de cette douceur. Et quand je n'arrivais pas à dormir, ma mère venait vers moi et elle chantait des chansons comme un rossignol. Elle chantait si bien que les gens autour de moi, les voisins venaient écouter ma mère. Et ma mère leur offrait le café. Et c'était une femme incroyable. Et moi, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'avais 4 ans, et je disais à ma mère, « Maman, quand je serai petit, je serai une femme. » Et alors mon père, il a entendu ça,
Et il m'a giflé, il m'a battu. Je saignais du nez. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui a dit, mais pourquoi cet enfant, il est comme ça? Ah bah il est tombé dans l'escalier. Je me suis souvenu toute ma vie de ça. Et un jour, quand j'ai eu 15 ans, mon père a voulu battre ma mère. Je me suis levé, je lui ai dit, tu ne toucheras pas à maman. Et pourquoi? Je vais avoir peur de toi. Oui papa, il faut que tu aies peur de moi. Et comment il a réagi? Bah, il a été espèce de con et puis il est parti. Mais moi j'aurais foutu mon poing sur la gueule. Hein. Il aurait touché à ma mère, j'aurais pris une casserole, je l'aurais cassé sur la gueule. Vous avez déjà tué quelqu'un? Non. Dieu soit loué. Mais j'ai tué quelqu'un en rêve. Qui ça? Moi-même. Je me suis tué. C'est vrai? Ouais. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, je suis pas mort. C'était un rêve de suicide? Je sais pas comment on appelle ça, mais c'était comme si j'existais plus. Et au matin, j'ai brusquement revécu. C'était annulé. J'ai une deuxième chance. Voilà, j'ai vécu un meurtre revitalisant. C'est comme si vous deviez tuer l'homme qui a pris votre place? C'est un peu ça. Je ne veux pas tuer, mais il est mort. C'est-à-dire que je pourrais quasiment aller au cimetière et dire Alain Penso est mort. Vive Ilana. Ilana Penso. C'est presque ça. J'ai vécu des choses très très dures. Ça pourrait faire rire les gens, ce que je raconte, mais j'ai vécu une part de ma vie très très dure. Pourquoi vous dites que ça pourrait faire rire les gens? Parce que je pense qu'il y a toujours des gens pour rire de vos faiblesses. Je crois que les gens disent qu'il ne faut pas faiblir, il ne faut pas raconter des choses comme ça, alors que moi je pense pas, je pense qu'il faut raconter. Si on ne raconte pas, on le garde en soi, et tout est triste. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais rentrer chez moi. Je vais mettre mon eau au frigo. Je souhaitais que mon eau refroidisse et que je vais pouvoir boire un peu de citron. Vous avez une bonne vie? Une bonne quoi? Vie? Ma vie me convient actuellement, puisque j'ai une surprise qui m'attend. Je vais être un autre être aimé, choyé, et qui me plaît, voilà. Et conforme à Ilana, mon prénom, voilà. Je serai conforme à ce que je suis. Pour l'instant, je ne suis pas conforme à ce que je suis. Je suis un peu comme je suis. Mais je ne suis pas complètement moi-même. Voilà. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé, tout ça. Hein. Vous n'arrêtez pas de dire ça. Ah oui. Là, vous m'avez un peu revitalisé. Hein. Ah bon? Ah ouais, vous m'avez réveillé. Quelle heure vous avez, là? Vous avez l'heure? 17h24. Je serais resté 1 heure avec vous, avec bien plaisir, Julien. Merci beaucoup. Et votre numéro? Vous êtes quel genre de femme, Ilana? Une femme réfléchie et aimante. Je suis content de vous avoir rencontré. Vous êtes très gentil, Julien. Merci beaucoup, Merci Ilana. beaucoup, Julien, pour ce café. Hein. De rien, c'est rien. La prochaine fois, ça sera un Diablo menthe. Hein. À bientôt, Ilana. Ça fait des bêtises. Au revoir, merci. Au revoir. beaucoup, Julien. Ilana s'éloigne. Je la suis pour retourner vers le 14 rue Lacaze. Elle passe devant la dame sous l'échafaudage. Rebonjour. Je vous dérange pas cette fois-ci. Il est là-haut, votre copain. Allez-y. C'est une dame. Mais non, c'est un homme. Il est en transition. Je m'en fous. Pourvu qu'il ne m'adresse pas la parole. Pourquoi? Il est passé pendant des années uniquement sur ce trottoir-là. Jamais il ne salue quiconque. Ah, donc vous le connaissiez? De vue, oui. Il se balade toujours avec des chemisiers de femmes, des chapeaux de femmes, mais qu'il le fasse. Mais au moins qu'il soit poli avec les autres. Vous, ça vous choque? Ça me choque que les gens
nous présentent leur sexe sous le nez. Ah. On est ce qu'on est, on accepte ce qu'on est. Moi, je n'ai jamais eu 1m50. Eh ben, j'en ai pas fait un caprice. Il nous montre tout de suite qu'il rejette son sexe masculin. Je m'en fous de son sexe, mais ça ne m'intéresse pas. Chacun mène sa vie comme il entend. On n'a pas besoin de manifester. Alors les femmes se tiennent comme ça dans la rue, les hommes se tiennent comme ça. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, Vous êtes réac? Bon, maintenant vous partez parce que j'ai vraiment envie de me coucher. Il est 17h. Vous savez depuis quelle heure je suis dans les travaux? Ah, et ça fait 3 jours que je prépare la cour pour que les gars puissent mettre leur chantier. Moi je suis crevé, et en plus c'est pas mon boulot, je le fais pour aider tout le monde et puis c'est tout. Moi je suis à la retraite depuis longtemps. Donc je fais ce qui me plaît. Elle est rentrée chez elle. Je reviens devant le numéro 14. Il y a une fenêtre qui est ouverte au premier étage. Elle était fermée tout à l'heure. Et je vois une jeune fille à l'intérieur, mais j'ose pas trop l'aborder. Je lui fais signe. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche à entrer dans l'immeuble. Parce que je fais un reportage sur cet immeuble. Est-ce que vous connaissez des gens qui habitent là depuis longtemps? Alors oui, j'en connais une, mais le souci c'est qu'elle Elle est pas là? Elle habite où? Ah, vous squattez chez elle? Oui, c'est une amie. Ah, ok. Vous pouvez pas me donner le code? 9-8. Merci. Je m'appelle Julien en tout cas. Juline? Ah, ok. Bon, merci Juline. Et je rentre. Donc je pousse la porte. Oh là là, et je me retrouve dans cette cage d'escalier qui est très impressionnante. Parce que, déjà, il y a eu un crime ici, je le sais. Et parce que c'est assez décrépit. Et on sent que ça n'a pas été refait depuis très longtemps et que ça devait être comme ça dans les années 80. Il y a une petite cour où devait aller Estelle Donjou. Je constate que je suis beaucoup plus courageux que pendant la première saison. Mais maintenant que je suis là, je sais pas trop quoi faire. J'emprunte les marches. Est-ce que c'était au premier? Je sais pas. Non, j'ose pas aller frapper aux portes, ça serait malvenu. Ce que je vais essayer de faire, c'est... Je vais ressortir et j'essaierai de retrouver peut-être le petit-fils d'Estelle Donjou, dont me parlait la dame au prénom top secret dans la rue. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Parce que là, je vois pas trop. Donc je vais récupérer mon vélo et je vais rentrer. Je reviendrai dans quelques jours. « 3, 2, 1. Je suis à mon bureau, devant mon écran. J'ai fait des recherches concernant le petit-fils d'Estelle Donjou, qui, donc selon la dame que j'ai rencontrée rue Lacaze, adorait sa grand-mère et a donné l'alerte à la police. Donc il a probablement découvert le corps. Et j'ai lancé un appel auprès de mes contributeurs au Patreon, qui m'aident pas mal dans l'enquête. On communique sur une messagerie spéciale. Et il y a une personne qui se prénomme Sophie qui m'a répondu pour me dire qu'elle avait retrouvé l'arbre généalogique d'Estelle Donjou sur un site, que l'auteur de cet arbre s'appelle Bernard. Donc c'est probablement un descendant d'Estelle Donjou,
peut-être son petit-fils. Elle lui a écrit pour lui parler de moi et du podcast. Et ce Bernard lui a répondu « Nous ne souhaitons pas vous parler de l'affaire Thierry Paulin, cordialement. » Bon, je peux comprendre. Ça montre soit le traumatisme causé par l'affaire sur les familles, soit la culpabilité. Je pense qu'il est inutile d'insister et qu'il faut laisser ce monsieur tranquille. Sinon, j'essaie de voir si la télé a parlé du meurtre d'Estelle Donjou sur le site de l'INA. Et je trouve une seule archive du 11 janvier 1986, donc une vingtaine de jours après le meurtre. Donc on voit l'immeuble rue Lacaze, qui était en meilleur état qu'aujourd'hui. La fenêtre du rez-de-chaussée est ouverte. La porte est de la même couleur. Il y a des voitures garées devant. Une vieille Talbot Horizon, une Renault 16. La circulation dans la rue se faisait dans l'autre sens. Il l'avait repéré dans la rue, puis il devait l'avoir déjà repéré avant. On voit une dame qui témoigne, une voisine, et c'est pas d'Estelle Donjou dont elle parle. C'est d'Yvonne Couronne, probablement. Une femme tuée quelques jours après, toujours par Paulin. Donc rien sur Estelle Donjou. En fait, on commence à faire des reportages à partir de la 3e victime du 14e arrondissement, et donc de cette 2e vague de meurtres. Alors je reprends le tableau synoptique de Bernard Lethier. Je vous avais dit que le nom de jeune fille d'Estelle Donjou, c'était Billet, qu'elle était née à Gissé-sur-Ouche, dans le département 21. Alors il est écrit 29 novembre 1885. Je pense qu'il y a une erreur, que c'est plutôt 1895. Alors Gissé-sur-Ouche, d'après Wikipédia, c'est une commune française située dans le département de la Côte d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une commune rurale, pas loin de Dijon. En 2018, il y avait 354 habitants, donc c'est tout petit. Je vais voir si je peux retrouver l'acte de naissance d'Estelle Donjou. Je suis sur un site auquel je suis abonné, un site de recherche généalogique en gros. Donc, elle était née en 1896, Estelle Donjou. Son père s'appelait Ernest Billet. Et je tombe sur un document qui est un recensement de 1906. C'est un recensement du village, donc il n'y a pas d'adresse précise. On sait juste que le numéro de la maison, c'était 57. Et dans cette maison, vivait donc Billet Ernest, chef du ménage, profession journalier agricole. Ensuite, il y a le nom de sa femme, Lucie Nuguet, née en 1867 à Gissé-sur-Ouche. Ils avaient 2 filles, donc Blanche, née en 1889, et Estelle, née en 1896. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de numéro de rue. C'est un tout petit village à l'époque. Et ensuite, il est noté qu'elle s'est mariée avec Claudius Donjou en 1920 à Gissé-sur-Ouche. Et Claudius Donjou, il est né en 1890 à Lyon. Et il serait mort, si c'est bien lui, en 1949. Et il serait enterré à Pontin, en Seine-Saint-Denis. Alors je suis à vélo dans l'immense cimetière parisien de Pantin. Donc je traverse le cimetière du nord au sud ou d'est en ouest, je sais pas très bien. Et je vais me rendre au bureau du cimetière pour rechercher la tombe de Claudius et Estelle Donjou. Je voudrais voir cette tombe parce qu'à mon avis, il faut négliger aucune piste dans cette anti-enquête. Jamais rater l'occasion de perdre un peu de temps. Et aussi parce que ça peut être très instructif de voir une tombe. Donc il y a une grande allée centrale avec des voitures qui passent assez vite, comme dans une rue. Je vois un gros corbeau
Il y a un écureuil qui a traversé. Je carre mon vélo devant la porte. J'entre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je cherche. Ah oui, si, j'ai un masque. Je cherche un couple défunt qui s'appelle Donjou. Quel prénom? Claudius. Claudius et Estelle? Oui, Claudius et Estelle. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Vous voyez le premier rond-point là-bas? Oui. Ben, vous y allez, ça sera sur votre droite. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors ça s'est fait en 2 minutes. Claudius et Estelle sont bien ici. Et je sais pas pourquoi, mais c'est presque émouvant de l'apprendre. Pourquoi c'est émouvant? J'en sais rien, je les connaissais pas. Bonjour. Bonjour. Il y avait un groupe de gens habillés en noir, des croque-morts peut-être, qui rigolaient en me voyant passer avec mon micro. Peut-être que ce qui m'émeut, c'est que je connais le destin tragique d'Estelle. Et je sais qu'elle repose tout près de l'endroit où je me trouve. Alors, j'arrive au premier rond-point. Comme elle m'a dit, je tourne à droite. Il n'y a personne de vivant, sauf des oiseaux. Des gros oiseaux de différentes sortes. Donc, je suis au niveau du département 17. Je sais que c'est ligne 3, tombe 4. Oh là là, mais je vois pas très bien où sont les lignes. Voilà, il y a beaucoup de tombes. Voilà, il y a une tombe complètement ouverte. Ça fait peur. Bon, je comprends rien, je sais pas, je suis perdu. Là, je suis ligne 3 peut-être. Certaines tombes sont très abîmées. Il n'y a personne. Voilà. Ah, ça y est. Voilà, famille Donjou. Claude Donjou, 1890-1949. Estelle Donjou, 1896-1985. C'est une très jolie tombe. Un peu art déco avec une plaque en marbre et des lettres dorées qui ont été redorées récemment peut-être. Donc ça a été entretenu. Un autre tante, un autre grand-mère. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres défunts dans la tombe apparemment. Ils sont que tous les deux. Claudius et Estelle. Est-ce qu'ils se sont aimés tous les deux? J'imagine que oui. Donc son mari est mort en 49 et elle a été assassinée 36 ans après. Elle est donc restée veuve très longtemps et elle a vieilli toute seule. Et voilà, maintenant ils se retrouvent là, tous les deux, seuls dans cet endroit sinistre. Donc voilà, je suis très proche d'Estelle Donjou, si je puis dire. Je suis tout près d'elle, ou de ce qu'il en reste. Et évidemment, ce qui me frappe, c'est un grand silence et l'oubli. Une histoire, des pensées qui sont perdues à jamais. Qu'est-ce qu'elle a vécu, Estelle Donjou, entre sa naissance à Agissey-sur-Ouche et sa dernière demeure qui est ici, après avoir été tuée par Thierry Paulin, par, je vous rappelle, une déflexion brutale du cou. Il y a une magnifique perruche verte qui vient de passer, d'un vert éclatant. Il y en a beaucoup à Pantin. C'est peut-être Estelle qui m'adresse un signe. Mais je délire là. Donc d'après l'arbre généalogique que Sophie, mon auditrice, m'a envoyé, Claudius et Estelle avaient 2 enfants, Robert, né en 1921, et Suzanne, née en 1923. Robert est mort en 2004 et Suzanne en 2008. Donc bien après le meurtre de leur mère. Malheureusement, pour l'instant, j'ai aucun moyen d'entrer en contact avec les descendants d'Estelle, qui ont été assez nombreux, je pense. Alors j'ai bien envie maintenant d'aller à Agissey-sur-Ouche, le village natal d'Estelle. Peut-être qu'il reste encore des traces d'elle là-bas.
Ou en tout cas, ça me permettrait de voir le décor de son enfance. C'est en Bourgogne, à 3 heures de route de Paris. En attendant, je vais aller me mettre au chaud. Il est 9h du matin et je vais en Bourgogne. J'ai pris quelques affaires de rechange et une brosse à dents. On sait jamais si je dois passer la nuit là-bas. Je sais pas trop ce que je vais y trouver. Évidemment, j'ai pas préparé mon reportage parce que je laisse le hasard faire les choses, ce qui est toujours un peu risqué. Navigation JC-sur-Ouche. JC-sur-Ouche a été sélectionné. Le guidage a été démarré. C'est parti. À suivre. L'itinéraire va être recalculé. Préparez-vous à tourner à gauche. Merci d'avoir écouté cet épisode, produit grâce à tous les contributeurs au Patreon de Cerno, que je remercie du fond du cœur. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la longévité du podcast, me permettre de vivre de mon travail et écouter de nombreux épisodes bonus pour approfondir votre connaissance de l'affaire et découvrir les coulisses du podcast en vous abonnant sur patreon.com/cerno. La semaine prochaine, sur Patreon donc, les abonnés découvriront le témoignage inédit d'une personnalité proche des meurtriers. Sinon, rendez-vous dans 15 jours en Bourgogne pour l'épisode 82. D'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Bon, maintenant vous partez parce que j'ai vraiment envie de me coucher.